moi je suis donc chirurgien plasticien et contrairement à mes 3 autres confrères ici présents, Dr Selinger, Dr Mitz et Dr Romano, je n'ai pas appartenu à l'école de Boucicaut, c'est-à-dire l'école de Raymond Villain, que j'ai connue évidemment par ailleurs. Et moi, j'appartenais à un autre service, le service de Saint-Antoine, dont le chef de service initial, puis son successeur, à savoir le professeur Grignot et le professeur Nicolettis, avait instauré, il y a maintenant, je pense, 45 ans, les journées d'esthétique clinique et de psychologie clinique qui avaient lieu une fois par an à Saint-Antoine, et les consultations se faisaient dans le service, évidemment, avec un psychiatre attaché qui était le docteur Michel Godefroy, qui a d'ailleurs pas mal écrit sur le sujet, qui était présent en permanence dans le service, enfin du moins le matin pendant les heures de consultation, et puis il y avait ensuite toute une cohorte de stagiaires non vacataires, mais qui venaient bénévolement justement pour bénéficier de l'enseignement du docteur Godefroy. Alors, si j'ai choisi ce sujet sur le vaginisme, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis donc chirurgien esthétique et plastique, mais 40 à 50% de mon activité est consacrée à la chirurgie intime, à la fois masculine et féminine. Féminine, donc vous allez voir effectivement les hyménoplasties, les lymphoplasties, les réparations de périnée, etc., etc. Et pour les hommes, essentiellement des pénoplasties. Et donc la deuxième raison, c'est que le vaginisme est une affection qui nécessite, comme vous allez le comprendre, et vous le savez d'ailleurs, un traitement multidisciplinaire. Donc c'était le sujet idéal parce que je ne peux pas prétendre, quel que soit le succès de mes interventions, je ne peux nullement prétendre pouvoir guérir des vaginiques seuls, isolément. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question simplement au début, et ce sera la seule. Qui parmi vous traite des vaginiques ? Ah ben c'est bien, il y a à peu près 7-8 personnes, c'est parfait. Donc, je vais commencer par la définition du vaginisme qui a été décrit en 1859 par un gynécologue américain dénommé Sims. Et sa définition était assez simple, c'était donc la difficulté ou l'impossibilité pour une femme d'avoir des relations sexuelles avec pénétration du fait d'un spasme musculaire de l'introitus. Et à la suite de cette description princeps, il y a eu très très peu de travaux effectués, tant sur le côté psychologique, tant sur le côté diagnostique, tant d'un point de vue thérapeutique, durant près de 50 ans. Alors, on s'est contenté simplement de remarquer quelles étaient les patientes qui étaient plus fréquemment atteintes de vaginisme. Incontestablement, l'éducation stricte, des principes religieux, des tabous étaient souvent en cause. Également une image très négative de la sexualité, avec une méconnaissance anatomique qui perdure encore chez nos patientes actuellement. Et les antécédents de traumatismes sexuels du type viol, abus et autres n'étaient quand même pas très fréquents. Et puis tout a bougé grâce à un psychiatre américain, Yitzhak Binik, un Canadien, qui a commencé à faire revoir la définition en expliquant que le vaginisme ne saurait se limiter à un spasme musculaire. Parce que, l'exemple que je voulais citer ce matin, dans les vaginismes, il y a des vaginismes primaires qui sont les plus fréquents, et puis les secondaires, et puis surtout, il y a des vaginismes totaux ou partiels. Total veut dire que la femme ne peut rien laisser introduire dans son vagin ou se l'introduire, alors que dans le vaginisme partiel, eh bien, il est possible de les examiner, et puis elles peuvent même utiliser sextoy, mais simplement, le spasme disparaît n'existe pas dans la vie courante, et puis c'est seulement lors des rapports sexuels que ce spasme survient. Donc il a dit qu'il y avait d'autres éléments, et ces éléments, c'est sommairement sur ce schéma. Donc au centre, vous avez le vaginisme avec 3 facteurs, le spasme musculaire, P, c'est la peur, c'est-à-dire c'est plus qu'une peur d'ailleurs, c'est une véritable phobie au sens psychiatrique du terme, une phobie spécifique, et la douleur, c'est-à-dire la douleur lors de la pénétration.
Or, vous avez vite fait de comprendre que le spasme peut créer la douleur, et la douleur peut créer le spasme. Donc c'est un cercle vicieux, et tout ça aboutit au vaginisme, en sachant qu'il y a pour chaque patiente un ou plusieurs facteurs qui prédominent. D'où l'importance d'un traitement multidisciplinaire. Alors à la suite des travaux de Binnick, il y a eu une révision qui va avoir lieu du DSM-4, donc qui s'est passé au DSM-5, et là, il n'y a plus le vaginisme, il y a une nouvelle catégorie qui a été créée qui s'appelle le GPPPD, c'est-à-dire Genital Pelvic Pain Penetration Disorder. Et dans lequel, c'est un terme valise, dans lequel on englobe le vaginisme, la dyspareunie superficielle, les vulvodynies, les vulvovestibulodynies provoquées avec le testocoton, etc., etc. Et ça a un petit peu fait avancer les choses. Alors, le diagnostic déjà du vaginisme. Il repose sur essentiellement deux choses. On ne fait pas d'électromyogramme en pratique, mais on fait un examen clinique, ce que évidemment vous ne faites pas. Je parle d'un examen physique, et puis donc l'interrogatoire, et puis l'examen physique. Alors, j'ai l'habitude de dire que la vaginique n'est pas ce qu'on appelle une femme facile. Mais elle est facile dans rien, hein. ni pour l'interrogatoire, ni pour l'examen. Donc l'interrogatoire, Passy, qui est un gynécologue américain qui a consacré toute sa carrière au vaginisme et a fait des études contrôlées par la FDA, etc., etc., bien que les contrôles puissent être très sujets à caution, mais ce sera ma conclusion. Passy, donc... qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais plus. Oui, on a donc classifié alors, il a fait une série de phrases qu'il ne faut jamais dire à la vaginique. Du genre, c'est tout est dans votre tête, vous êtes normal, faites un petit effort, buvez un petit coup, détendez-vous, etc., etc. Alors ça, c'est ce qui les crispe encore beaucoup plus. Quant à l'examen physique, alors là, c'est encore autre chose. Au stade 2, 1 et 2, dont je vous épargnerai la classification de l'amont, il y a la possibilité de les examiner sur une table gynécologique. À partir du stade 3, elle recule les fesses, elle serre les cuisses, et puis il y a un stade 5 qui n'était pas décrit initialement, mais qu'on peut rencontrer le moins souvent possible de préférence, c'est-à-dire que la patiente fait réellement une crise de conversion hystérique. C'est-à-dire qu'elle va insulter le médecin, elle va sauter de la table, elle peut casser quelque chose dans le cabinet, et alors si le mari ou le partenaire essaye, comme on me l'a raconté dans 2 cas, d'avoir un rapport sexuel alors qu'elles sont en traitement depuis pas mal de temps, et ce passage du stade 3 ou 4 au passage 5 existe et peut être très brutal, surtout après un traitement, et bien alors là, elles partent aux urgences, elles ont des syndromes neurovégétatifs, elles ont des douleurs abdominales, elles vomissent, et ça se termine parfois par une laparotomie blanche, c'est-à-dire une intervention chirurgicale qui évidemment ne trouve rien. Voilà. Donc ça, c'est la classification qui aboutit au diagnostic. Alors vous comprenez bien qu'avec une telle affection plurifocale, il faille avoir de nombreuses armes thérapeutiques. Alors, je vous parlerai évidemment du spasme, de la douleur, et puis de la peur, de cette phobie, parce que la caractéristique de cette peur, c'est que c'est une phobie au sens psychiatrique du terme, et une phobie spécifique. Et ce qui explique d'ailleurs le vaginisme partiel. Donc, tout a été essayé, et il y a essentiellement 4 catégories de traitement. Il y a la psychothérapie simple, il y a des psychothérapies comportementales, il y a avec des kinésithérapies, des exercices de Kegel, des dilatations, il y a des propositions comme pharmacologiques, c'est-à-dire des gels de xylocaïne ou le botox, et je vais y venir, et puis il y a encore l'hypnose, enfin d'autres catégories. Alors, quoi qu'il en soit, moi, je ne vais pas, évidemment, puisque c'est votre métier, intervenir sur l'aspect psychanalytique, psychothérapique
de la vaginique, parce que c'est vous qui êtes en charge de cela, mais vous parlez un petit peu déjà des dilatations. Alors les dilatations, il y a des dilatateurs qui sont en vente sur Internet ou dans les pharmacies, et il faut bien expliquer à la patiente qu'il n'est pas question qu'elle cherche à dilater son vagin, car l'erreur, c'est qu'elle pense qu'elles ont un vagin trop étroit pour permettre un rapport sexuel, mais il faut qu'elles puissent prendre conscience que le vagin est extensible et qu'elles vont arriver elles-mêmes ou avec l'aide de praticiens spécialisés, qu'elles vont réussir à avoir des dilatations qui peuvent se faire avec des kinés ou avec des sages-femmes, éventuellement avec l'aide du mari. Alors là, je voudrais vous parler un peu du mari ou du partenaire de la vaginique, parce que c'est pas n'importe qui. Pourquoi c'est pas n'importe qui ? Parce qu'on se doute que la patiente a choisi son partenaire. Et le partenaire, il y a essentiellement, pour caractériser sa personnalité, il y a ceux qui sont un peu... ils ne sont pas très entreprenants, ils sont peu expérimentés sexuellement et ils ne sont pas très demandeurs. Et ils sont beaucoup plus dans l'empathie avec leur femme que véritablement dans une action active pour les faire progresser. Et puis il y a ceux qui, alors là aussi c'est très intéressant de comprendre que les patientes ont choisi un tel partenaire, ceux qui ont de véritables problèmes sexuels. Et vous savez très bien que dans les infertilités, c'est très souvent que l'homme et la femme ont des problèmes, et c'est pareil également chez les vaginiques. Donc les dilatations sont un point clé du problème, mais c'est très difficile souvent pour elles parce qu'elles ne se laissent pas approcher, et si on les laisse avec leur kit Velvi, elles ne vont jamais progresser. Alors l'autre sujet, c'est le Botox. Alors le Botox, bon, je l'utilise évidemment comme tous les chirurgiens plasticiens. Le Botox a plusieurs actions. Mais je vais vous citer la plus fréquente pour ensuite venir sur un autre aspect qui est extrêmement intéressant. La toxine botulique a une action sur la fibre musculaire lisse et va permettre de détendre, sur la fibre musculaire lisse ou striée d'ailleurs, et va permettre un relâchement. Donc, quand on injecte de la toxine dans le périnée d'une vaginique, c'est mathématique, ça ne peut pas ne pas se faire, il y a une paralysie partielle et donc le spasme est levé. Maintenant, tout le problème est d'abord de pouvoir lui injecter et ensuite qu'elle puisse avoir des rapports sexuels, parce que pour l'injecter, au cabinet, sauf si elles sont vraiment à un stade peu avancé de l'affection, c'est-à-dire stade 1 et 2 de l'amont, eh bien d'abord c'est un peu, disons, inconfortable de se faire piquer le périnée pour n'importe quelle femme, mais alors quand elles sont vaginiques, ça ne va pas les rassurer. Donc le plus souvent, il faut faire ça au bloc opératoire, c'est extrêmement rapide, mais il faut non pas une sédation, mais il faut vraiment qu'elles dorment profondément, parce que même dans un sommeil léger, elles s'agitent. Et on va piquer les muscles concernés que l'on peut reconnaître, parce qu'enfin, au moment de la phase d'endormissement, on peut faire un testing musculaire, et donc on voit quels sont les muscles qu'il faut injecter pour obtenir un résultat. J'en profite pour faire d'autres gestes. Alors d'abord, j'ai des conditions extrêmement strictes qui n'ont pas été décrites dans la littérature, mais c'est de par l'expérience que j'ai appris ça. J'exige qu'avant le traitement, elles aient déjà un partenaire. Parce que vu le psychisme de ces patientes, il est peu probable qu'en quelques mois, c'est-à-dire le temps de l'effet anti-spasme du Botox, il est peu probable qu'en quelques mois, elles trouvent le partenaire idéal pour convoler. Donc je souhaite qu'elles soient déjà en état d'avoir des rapports sexuels. D'autre part, elles ont une autre angoisse. Non seulement elles ont l'angoisse de la pénétration, mais elles ont aussi l'angoisse de la défloration. Donc, il arrive qu'elles aient effectivement déjà eu ou réussi à avoir un rapport, même partiellement, mais sinon, je leur propose, si elles le souhaitent, une hyménectomie, de telle sorte qu'elles n'ont plus cette peur. Et naturellement, des séances de dilatation en préopératoire et en post-opératoire. Et avec un tel protocole, alors qu'elles sont par ailleurs, alors selon les cas, mais le plus souvent selon les cas déjà suivis,
eh bien, on traite les 3 pôles que je vous ai exposés. Alors c'est vrai que la prévalence de la maladie est extrêmement importante, elle est de 4 à 11% selon les pays, et on estime qu'il n'y a que un tiers des patientes qui consultent parce qu'elles sont extrêmement gênées de raconter cette histoire, et puis elles obtiennent souvent des réponses inappropriées, et ça les bloque, et puis elles gardent le problème pour elles. Comme je vous l'ai dit, le mari ne les pousse pas toujours, et même très peu souvent, et c'est souvent parce qu'il y a finalement un désir d'enfant, ou qu'il y a un divorce en vue, qu'elles se décident. Alors il y en a quand même un certain nombre qui ont eu des enfants. Alors vous allez me dire, mais si c'était des vaginites primaires, c'est pas possible. Mais si, parce que elles recueillent le sperme, parce que bon, bien qu'elles ne supportent pas la pénétration, elles peuvent quand même avoir des contacts physiques avec leur partenaire, et elles récupèrent le sperme, elles se le réinjectent avec des petites seringues. Alors si vous lisez les blogs, vous verrez, c'est assez incroyable. Et la question est, mais puisqu'il n'y a pas de possibilité de pénétration, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a des gynécologues qui les césarisent, mais parfois elles arrivent à accoucher, et 1 mois après, eh bien, elles sont de nouveau vaginiques. Par contre, lorsque le Botox a agi, eh bien, c'est formidable, parce que, alors que le Botox n'agit sur le spasme que durant 3 à 4 mois, eh bien, si elles ont réussi à avoir des rapports, l'inhibition est levée, et il n'y a pas besoin de leur refaire du Botox. Voilà. Alors il y a un autre aspect du Botox sur lequel je vais être très rapide, c'est qu'on a découvert qu'il y avait en plus un effet antidouleur du Botox, comme dans la migraine, et là, donc le Botox agit sur 2 des paramètres. On ne peut pas terminer une communication comme ça sans vous parler, on parle des femmes là, mais il faut quand même parler des transsexuels, parce que c'est dans l'air du temps. Et j'ai eu 2 patients transsexuels déjà opérés, des monsieur et madame, qui ont fait ce qu'on pourrait appeler du néovaginisme, et pour lesquels j'ai pu apporter une solution en leur faisant du Botox. En conclusion, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'études contrôlées qui ont été faites, très très peu, et surtout qu'il y a une confusion majeure dans l'acception du terme résultat. Les publications considèrent qu'on a un bon résultat si la patiente peut avoir des rapports sexuels non douloureux. Mais le défi thérapeutique n'est pas là. Le défi, ce serait qu'elles aient des rapports sexuels avec pénétration et qu'elles aient du plaisir. C'est une belle voie de recherche.